La première chose que mon père a dite cette nuit-là n'était pas bonjour. Ce n'était pas, tu as été ou tu as l'air fatigué. Pas même merci d'avoir conduit 3 heures après une mission de 12 jours à Fort Bragg. Il a attendu. Il a attendu que les mises tombent sur la table, que le bourbon remplisse les verres, que mon frère arrête de feindre ce sourire maladroit qui n'atteignait pas ses yeux. Puis mon père a joint ses mains épaisses sur son ventre, m'a regardé droit dans les yeux sans hésitation, et a dit avec un calme glaçant, « Ton frère doit 3 330 000. Tu vas le payer. » Un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Jason gardait son regard fixé sur son assiette, comme s'il pouvait s'y cacher. Sa femme, Mélissa, tenait une serviette sur ses yeux secs, feignant une émotion qui n'est jamais vraiment apparue. Et mon père, le même homme qui m'avait dit un jour que la faiblesse le dégoûtait, s'est penché en arrière dans sa chaise comme si nous parlions du temps. « Si tu refuses, dit-il calmement, tu cesses de faire partie de cette famille. » C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est finalement tu. Ça n'a pas cassé. Ce n'était pas une explosion, c'était le silence, un calme profond et inattendu. Après 48 ans à essayer de gagner un amour qui venait toujours avec des conditions, j'ai soudain compris que je pouvais arrêter d'essayer. Et 5 jours plus tard, quand ils se sont présentés à ma porte exigeant des réponses, ils ont découvert exactement combien cette liberté allait leur coûter. J'ai grandi en croyant que le silence était le prix de l'appartenance. Mon père nous a élevés dans une petite maison peinte en blanc à l'extérieur de Roanoke, en Virginie. Chaque pièce avait une odeur persistante de fumée de cigarettes, d'huile de moteur et de ce ressentiment invisible qui changeait de forme chaque semaine. Ma mère faisait ce qu'elle pouvait pour adoucir les angles, mais quand elle est morte il y a 12 ans, la maison a perdu toute nuance. Elle est devenue entièrement la sienne, dure, contrôlée, silencieuse, mais de la pire des manières. Jason avait 3 ans de plus que moi, beau de cette manière insouciante avec laquelle certains hommes sont simplement nés. Même à 52 ans, il continuait à marcher comme si la vie lui devait des applaudissements. Quand nous étions enfants, il pouvait faire tomber un camion dans un fossé et mon père disait simplement que les hommes font des erreurs. J'ai oublié de récupérer un nettoyage à sec une fois quand j'avais 16 ans et mon père ne m'a pas parlé pendant 3 jours. À l'âge de 18 ans, j'avais déjà 2 choses très claires, Jason serait toujours pardonné et je serais toujours utile. L'armée m'a empêché de devenir quelqu'un d'assez amer pour m'y noyer. Je me suis engagé jeune. Je suis resté discipliné. J'ai construit ma vie étape par étape, brique par brique. 26 ans plus tard, j'étais un officier de logistique avec suffisamment de récompenses pour remplir un mur et suffisamment d'insomnie pour en remplir un autre. J'avais une maison calme, lambrissée, à la périphérie d'Alexandrie. J'investissais avec prudence. Je vivais en dessous de mes moyens. Je ne faisais confiance à presque personne, surtout après mon divorce, surtout après avoir appris à quelle vitesse les gens transforment votre capacité en obligation. Même ainsi, elle continuait à assister aux repas de famille. C'était mon erreur. Le barbecue des Carter avait lieu le premier dimanche de chaque mois chez mon père. La même terrasse en bois tordu, les mêmes chaises pliantes bon marché, la même vieille musique country venant d'une radio dans le garage. Cet après-midi-là, j'ai failli ne pas y aller. J'avais passé la semaine précédente à superviser un exercice de transport militaire. Au total, j'avais peut-être dormi 10 heures, mais mon père a appelé 2 fois. Il a dit que c'était une affaire de famille, alors j'ai conduit quand même. L'air sentait le charbon de bois brûlant et l'herbe fraîchement coupée. Quand je suis arrivé, le SUV noir de Hasson était garé de travers dans l'allée à côté du Lexus de Melissa. J'ai immédiatement remarqué que Jason évitait de me regarder quand je suis monté sur le pont. Cela aurait dû m'avertir. Mélissa m'a serré trop fort. Evely, tu es magnifique, vraiment. Quel est ton secret? La distraction. J'y ai pensé, mais j'ai souri poliment. Mon père se tenait devant le grill, portant le même tablier taché qu'il avait depuis 20 ans. Tu es en retard. C'est super de te voir aussi, ai-je répondu. Cette armée te fait toujours courir comme un chien de travail. Fais mieux que de trouver des excuses, ai-je répondu. Jason laissa échapper un bref rire dans sa bière, mais son sourire était tendu, forcé. Le dîner commença avec une apparente normalité. Morceaux de viande, salade de pommes de terre.
Mélissa parlant d'une rénovation de cuisine qu'il ne pouvait soudainement plus se permettre. Mon père se plaignant des impôts. Chazôme buvait trop vite et puis vint le silence. Ce silence qui n'est pas accidentel, qui semble répété. Mon père coupa sa viande avant de parler. Jason a un petit problème. J'ai posé ma fourchette sur la table. Quel genre de problème? Chanson se frotta la mâchoire. Un revers dans les affaires. Mélissa ajouta d'une voix basse que ça avait été très difficile. Mon père but une gorgée de son bourbon. 330 000. J'ai cligné des yeux une fois. Pardon. Il doit de l'argent. Mon père répéta impatiemment. Tu as des économies, des comptes de retraite, des investissements, tu peux t'en occuper. J'ai regardé Hasson, comment perds-tu 330 000? Ses yeux se sont durcis immédiatement. Ce n'est pas ton affaire. C'est là que résidaient les règles non écrites de la famille Carter. Il pouvait tout me demander, mais je n'avais pas le droit de poser des questions. Je me suis lentement penché en arrière sur ma chaise. Ils veulent que je remette presque un demi-million de dollars? Sans aucune explication. Mon père a claqué le verre sur la table. N'exagère pas. C'est exactement 330 000. La famille aide la famille. J'ai laissé échapper un rire bas, à peine audible, car l'hypocrisie était presque à couper le souffle. Quand ma mère est tombée malade, j'ai payé les factures d'hôpital pendant que Hasson réglait ses affaires. Quand mon père a eu besoin de réparer le toit, j'ai envoyé l'argent. Quand Hasson a perdu sa première entreprise à 41 ans, j'ai signé comme garant pour un prêt que je n'aurais jamais dû toucher. Et aucune des personnes assises à cette table ne s'était jamais arrêtée pour me demander combien tout cela m'avait coûté. Pas émotionnellement, pas économiquement, pas personnellement. Mon père me désigna avec la fourchette. Ton frère est sous pression. Les hommes ont de la fierté. Je le fixai. Et les femmes, nous, qu'en est-il de notre fierté? Il ignora la question comme si elle n'avait jamais existé. Mélissa intervint alors d'une voix qui tremblait juste assez pour paraître réelle. Si nous perdons la maison. Chasson l'interrompit brusquement. Mélissa n'insista pas. Tu mérites de savoir. C'est à ce moment-là que je l'ai clairement remarqué. La façon dont chaque mot était mesuré, la façon dont il retenait votre attention. Ce n'était pas un désespoir spontané, c'était une scène répétée, comme s'il s'était mis d'accord sur chaque réplique avant mon arrivée. Mon père se pencha en avant. Tu as toujours été fiable, Evely. C'est à ça que sert la famille. J'ai senti quelque chose de froid se poser derrière mes côtes. Ce n'était pas de la colère, c'était de la reconnaissance. Pour la première fois, je l'ai vu avec une clarté que je ne pouvais plus ignorer. Être fiable n'avait jamais été un compliment dans cette famille. C'était une condamnation. J'ai lentement parcouru la table du regard. L'attente de mon père, le droit supposé de Hasson, la manipulation calculée de Mélissa. Aucun d'eux ne semblait honteux, aucun d'eux ne doutait. Pensaient-ils vraiment que j'allais leur remettre toutes mes économies juste parce qu'ils l'exigeaient? Et si je refusais, je connaissais déjà la réponse avant même que mon père ne la prononce. Tu refuses, demanda-t-il à voix basse. Alors tu n'es plus de la famille. Les cigales chantaient fort dans les arbres derrière la maison. Au loin, un chien aboyait sur la route. Jason me regarda enfin, comme s'il s'attendait à ce que cela arrive, comme si la culpabilité allait faire son travail une fois de plus. Mais cette fois, quelque chose de différent s'est produit. J'ai pensé à tous les enterrements militaires auxquels j'avais assisté, à chaque soldat mort pour protéger les gens qu'il aimait, à chaque jeune homme épuisé qui montrait pourtant plus de loyauté que mon propre sang. Et soudain, assise à cette table, j'ai compris quelque chose qui m'a complètement transpercée. J'étais plus respectée par des étrangers que par des gens qui partageaient mon nom de famille. Je me suis levée calmement. Mon père fronça les sourcils. Assieds-toi. Tu n'es pas émotionnel. J'ai presque souri. Les hommes comme lui traitent toujours les femmes d'émotionnelles au moment exact où elles cessent d'obéir. Jason repoussa sa chaise. Ne rends pas ça plus dramatique. Dramatique. Ai-je répété à voix basse. Ils exigent 3 330 000. La mâchoire de mon père se serra.
Nous te demandons de faire ce qui est juste. J'ai pris les clés de ma voiture, puis je les ai regardées directement tous les deux. À un moment donné, j'ai dit calmement, il faut que vous arrêtiez de confondre l'amour avec l'accès. Mon père s'est levé brusquement. Si tu franchis cette porte, ne te donne pas la peine de revenir. Pendant des années, ces mots m'auraient paralysé. Cette nuit-là, ils ont eu l'effet de l'air. J'ai soutenu son regard sans détourner les yeux. Alors je ne suis plus de la famille. Et avant que quiconque ne puisse répondre, je suis descendu de la terrasse, j'ai traversé le jardin et je suis monté dans la voiture. Derrière moi, mon père a crié quelque chose de furieux que je n'ai pas pris la peine d'écouter. J'ai roulé pendant presque 10 minutes avant de m'arrêter sur le bord d'une route rurale sombre entourée de pins. Mes mains ont tremblé une fois sur le volant, puis se sont stabilisées. J'ai sorti mon téléphone. Le premier appel était pour la banque. Je dois immédiatement geler tout accès autorisé à ma famille. Le second est allé à mon avocat. Daniel, ai-je dit, regardant l'obscurité de la forêt de Virginie devant moi. J'ai besoin que tu examines toutes les anciennes autorisations liées à ma famille ce soir. Il y a eu un silence. Puis il a demandé calmement ce qui s'était passé. J'ai regardé mon faible reflet dans le pare-brise et pour la première fois depuis des années, j'ai répondu honnêtement. J'ai enfin dit non. Quand on passe la majeure partie de sa vie d'adulte dans l'armée, on apprend que le danger ne vient presque jamais en hurlant. Il arrive généralement en silence, une signature manquante, un appel auquel personne ne répond, un mouvement qui ne devrait pas être là. C'est ce qui m'a le plus inquiété le lendemain matin du barbecue. Ni les menaces de mon père, ni la colère de Hasson, mais la possibilité qu'ils aient déjà planifié mon refus. J'ai dormi quelques heures seulement. Vers 4 heures du matin, j'ai cessé de faire semblant de pouvoir me reposer et j'ai marché pieds nus dans la cuisine faiblement éclairée, sentant le bois froid sous mes pieds. Ma maison, entourée d'arbres à la périphérie d'Alexandrie, était silencieuse, interrompue seulement par le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit lointain de la circulation. Elle se sentait autrefois en sécurité. Maintenant, chaque ombre semblait une dette en suspens. J'ai préparé du café comme d'habitude, noir, fort, sans sucre, et je me suis tenu au bar en regardant la pluie glisser sur les fenêtres. Mon téléphone a vibré 2 fois avant l'aube. Mon père. Puis, Jasson, je les ai ignorés tous les deux. À 6h13, mon avocat a appelé. Evely a dit avec prudence. Je crois que tu dois venir au bureau. Le ton de sa voix a immédiatement serré quelque chose dans ma poitrine. Que as-tu trouvé? Il y a eu une pause, plus longue que prévu. À 8h30, j'étais déjà assise en face de lui dans son bureau à Georgetown, tandis que la circulation avançait lentement sous un ciel gris. Daniel Foster était mon avocat depuis près de 15 ans. C'est un marin, méthodique, serein, sous pression. Le genre d'homme qui ne s'inquiète que quand il y a une vraie raison de l'être. Il a glissé un dossier sur le bureau. Te souviens-tu des documents de prêt que tu as signés pour Hasson en 2016? J'ai hoché la tête avec un mélange de fatigue et de frustration. Comment pourrais-je l'oublier? L'entreprise de construction de Hasson s'était effondrée après une série d'investissements désastreux. Mon père m'avait supplié de l'aider, disant que ce serait temporaire. Pendant des semaines, j'ai refusé. J'y ai réfléchi encore et encore, m'accrochant à ma décision avec la même fermeté avec laquelle j'avais appris à m'accrocher à tout dans ma vie. Mais finalement, j'ai accepté de signer comme garant d'un prêt de restructuration sous des conditions très claires. Chasson avait promis qu'il ne me demanderait plus jamais d'aide. Les hommes comme mon frère disent toujours jamais quand ils veulent vraiment dire à la prochaine fois. Je me souviens, ai-je dit doucement. Daniel ajusta calmement ses lunettes. Il y avait des autorisations supplémentaires incluses dans cet accord. Je les ai vérifiées il y a des années. Vous en avez réemballé quelques-unes. J'ai senti mon estomac se crisper. Il tourna les documents vers moi et désigna plusieurs sections marquées. Dans le dossier financier original, il y avait d'anciennes clauses liées à une fiducie familiale liée à l'héritage immobilier de ma mère. C'étaient des détails techniques, faciles à négliger, mais dangereux entre de mauvaises mains. Jason n'a rien falsifié. D'une certaine manière, cela rendait les choses pires.
Il a utilisé ce langage de fiducie comme moyen de garantir ses actifs à ses créanciers, a expliqué Daniel. S'il pousse suffisamment fort, il pourrait essayer de soutenir qu'il existe un lien financier implicite. Je l'ai fixé. Peuvent-ils toucher à mes comptes? Pas directement, mais s'ils génèrent suffisamment de pression légale, cela pourrait devenir très cher, très rapidement. Je me suis lentement appuyé en arrière dans ma chaise. L'air du bureau me semblait plus froid. Donc, le dîner n'était pas vraiment une demande. Daniel a soutenu mon regard. Ce n'était pas un ultimatum parce qu'il savait que le temps était compté. Un instant, tout ce que j'ai entendu était la pluie frappant les fenêtres. Mon père le savait. Cette certitude s'est installée en moi comme du plomb. Il ne m'a pas invité en espérant de l'aide. Il m'a invité parce qu'ils étaient acculés, et au lieu de me prévenir honnêtement, ils ont choisi d'essayer de m'intimider d'abord. J'ai laissé échapper un lent soupir. D'accord, ai-je dit calmement. Que faisons-nous? Cette partie-là, je la comprenais. Action. Mouvement. Confinement. Daniel a ouvert un autre dossier. Nous avons immédiatement tout isolé. Pendant les 6 heures suivantes, j'ai agi pour ma propre vie, comme une spécialiste des démolitions contrôlées. Chaque connexion vulnérable devait disparaître. Avant midi, j'étais en communication avec les responsables de la conformité bancaire, révoquant d'anciennes autorisations et bloquant l'accès lié à des arrangements familiaux antérieurs. À 14 heures, mon conseiller financier a initié le transfert du chalet de vacances de ma mère dans une fiducie irrévocable que Asson ne pouvait pas utiliser. À 15h15, j'ai autorisé des modifications à ma structure de patrimoine, mes polices d'assurance, mes bénéficiaires et mes documents de propriété. La vie militaire vous apprend à détacher vos émotions jusqu'à ce que la mission soit terminée. Alors je l'ai fait. J'ai signé des formulaires, vérifié des mots de passe, mis à jour des protocoles de sécurité, changé des codes d'accès, annulé des permis d'urgence. Chaque signature ressemblait moins à de la panique qu'à une chirurgie sans anesthésie. Nécessaire, douloureuse, finale. À 16h30, alors que j'étais assise dans ma voiture devant la banque, le téléphone a vibré à nouveau. Jasson, cette fois j'ai répondu. Quoi? Sa respiration semblait haletante. Tu as gelé les comptes. Les comptes n'ont jamais été les tiens. Ne fais pas ça. J'ai prescrit. Ne fais pas ça. Comme si c'était moi qui avais créé le désordre. Tu as essayé de me lier à ta dette sans mon consentement. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Oh, non. Silence. Puis sa voix s'est durcie. As-tu une idée de la pression que je subis? J'ai regardé à travers le pare-brise. Des gens marchant d'un pas rapide, des manteaux élégants, des cafés à la main, des problèmes quotidiens. J'ai passé 26 ans à envoyer des soldats dans des zones de guerre, ai-je dit calmement. Crois-moi, je comprends la pression. Papa a dit que tu allais surréagir. Il était là encore. Non pas de l'inquiétude, mais du contrôle. Ils n'essayaient pas de réparer la trahison, ils essayaient de me reconquérir. Je ne vais plus parler de ça, Evely, j'ai raccroché. 10 secondes plus tard, un message de Mélissa est arrivé. Tu détruis cette famille. J'ai fixé l'écran un instant avant de poser le téléphone face contre terre sur le siège passager. Non, la famille s'était effondrée depuis des années. J'étais juste la première à cesser de prétendre que tout allait bien. Cet après-midi-là, j'ai passé ma maison seule. J'ai eu le temps de me changer avant de me rendre à la société de sécurité privée qui surveillait ma propriété. Le technicien, un marine nommé Ortiz, a passé en revue les options de surveillance améliorées avec moi pendant que je signais les documents. Vous vous attendez à des problèmes, a-t-il demandé nonchalamment. J'ai pensé à mon père devant le barbecue, exigeant 330 000 $ comme s'il collectait un loyer. Oui, ai-je répondu honnêtement. Possible. Au moment où je suis rentré chez moi, la pluie avait cessé. Les bois derrière la propriété scintillaient au clair de lune, les branches se balançant doucement dans la brise. À l'intérieur, le silence était différent, non pas vide, mais protégé. Je me suis versé un verre d'eau et j'ai enfin vérifié ma messagerie vocale. Mon père avait laissé 4 messages.
Le premier semblait irrité, le second en colère. Au quatrième, sa voix s'était durcie en quelque chose de plus sombre. Tu fais honte à cette famille, dit-il froidement. Appelle-moi avant que ça empire. Avant que ça empire. Comme s'il pensait encore qu'il contrôlait la situation. J'ai supprimé chaque message sans réponse. Cette nuit-là, après minuit, en fouillant de vieux dossiers dans mon bureau à la recherche d'autres documents de fiducie, j'ai trouvé une petite boîte en cèdre que je n'avais pas ouverte depuis des années. L'écriture de ma mère était légèrement esquissée sur le couvercle. Pour Evely. J'ai senti ma poitrine se serrer instantanément. J'ai porté la boîte dans le salon et me suis assise par terre près de la table basse. La lampe projetait une lumière chaude sur des photographies passées, de vieilles recettes, des cartes d'anniversaire de minuscules fragments d'une femme qui avait passé toute sa vie à essayer de faire la paix entre des gens impossibles. Au fond, il y avait une enveloppe non ouverte. Mes mains tremblèrent légèrement en sortant la lettre. Evely, si tu lis ceci, j'ai probablement attendu trop longtemps pour dire certaines choses à voix haute. L'écriture de ma mère était claire, ferme, calme. Ton père aime d'une manière qui semble souvent possessive. Jason aime d'une manière qui a toujours besoin d'être secouru. Et toi, tu as appris trop tôt à survivre sans rien demander, et tout le monde a pris ta force pour une permission. J'ai marqué une pause, prenant de lentes respirations avant de continuer. S'il te plaît, ne les laisse pas confondre le sacrifice avec l'amour. Et s'il te force un jour à payer pour ta place dans cette famille, pars. L'amour n'envoie jamais de facture. J'ai arrêté de lire. Je suis restée assise à fixer le papier tandis que les larmes brouillaient l'encre. Ce n'étaient pas des larmes bruyantes et exubérantes. C'était le genre de larmes qui viennent silencieusement quand une vérité te rattrape trop tard. Ma mère le savait, elle l'a peut-être toujours su. Dehors, le vent agitait les branches des arbres. À l'intérieur, quelque chose de vieux, de las, relâcha enfin sa pression sur ma poitrine. J'ai plié la lettre avec soin et l'ai tenue dans le creux de ma main. À 6h12 le lendemain matin, l'alarme de sécurité a retenti dans toute la maison. Détection de mouvement à l'entrée principale. J'ai jeté un coup d'œil au moniteur de la cuisine. Il y avait mon père devant le portail. Jason à côté de lui. Mélissa un peu plus en arrière, les bras croisés et des lunettes noires cachant ses yeux. Non. Ils étaient en visite. Ils étaient venus réclamer quelque chose qu'ils croyaient encore leur appartenir. Et pour la première fois de ma vie, j'étais prête à les laisser échouer. Le problème avec les familles toxiques, c'est qu'elles ne reconnaissent jamais les limites tant qu'elles ne s'y cognent pas. Mon père avait passé des années à entrer chez moi sans frapper. Jason prenait de l'argent sans demander. Mélissa traitait chaque détail personnel que je partageais comme s'il s'agissait d'informations publiques, et pendant longtemps, je l'ai permis parce que dire non dans la famille Carter avait toujours des conséquences. Silence, honte, distance, punition déguisée en déception. Mais ce matin-là, debout dans ma cuisine, les regardant à travers un moniteur haute définition, j'ai compris quelque chose de presque absurde. Ils croyaient toujours avoir affaire à l'ancienne version de moi, celle qui avait besoin d'être acceptée. Mon père a de nouveau appuyé sur le bouton de l'interphone. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai versé du café dans une tasse en céramique de l'armée et je les ai observés pendant 1 minute de plus. Jason faisait les 100 pas près de l'entrée, s'agitant, passant une main dans ses cheveux. La lumière devenait de plus en plus faible. Mélissa se tenait parfaitement immobile, son sac à main coûteux en bandoulière, prête à jouer son rôle dès que quelqu'un ouvrirait la porte. Mon père était furieux. Bon, j'ai appuyé sur le bouton. Qu'est-ce que tu veux ? Sa voix est passée brutalement par le haut-parleur. Ouvre le portail. Non. Jason leva les mains instantanément. S'il te plaît, Evely. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai répété. Mon père a fait un autre pas vers la caméra. Nous allons régler ça face à face. Non, vous allez régler ça depuis l'extérieur de ma propriété. Même à travers le moniteur, j'ai pu voir l'impact. Non pas parce que j'avais refusé, mais parce que je l'avais forcé à se conformer. Mon père appartenait à une génération d'hommes qui croyaient que l'autorité venait avec le sang. Pour lui, être mon père signifiait un accès permanent,
une influence permanente, un contrôle sur la carte émotionnelle de ma vie. Et soudain, le portail entre nous n'était plus seulement du métal. C'est devenu quelque chose d'inconnu. Menaçant, réel. Jason marmonna quelque chose avec colère, mais mon père le fit taire immédiatement. Puis il baissa la voix, adoptant ce ton qui avait auparavant semblé raisonnable. Tu exagères ? Je me suis appuyé contre le comptoir. Ils ont essayé de me lier à une dette de 330 000 $. Ce n'était pas comme ça. Alors explique. Silence. Cela m'a tout dit. Mélissa s'est avancée. Evely, nous avons tous dit des choses sous le coup de l'émotion au dîner. Non, ai-je répondu calmement. Tout le monde disait la vérité. Son expression s'est tendue. Mon père a expiré brusquement. Assez de drame. Ouvre ce fichu portail. Dis-moi le chiffre. Il y eut un autre silence, plus long cette fois. Puis il prononça la phrase qu'il avait probablement utilisée toute sa vie en espérant qu'elle fonctionnerait. Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai laissé échapper un petit rire. Rien d'exagéré, juste un. Parce que rien n'expose la manipulation plus rapidement qu'un compte précis. Qu'ont-ils fait exactement pour moi ? Ai-je demandé doucement. La mâchoire de mon père se serra. Jason détourna le regard, et soudain les souvenirs commencèrent à surgir avec une clarté si intense que je pouvais presque les sentir à nouveau. 16 ans à faire la vaisselle pendant que Hasson célébrait son acceptation à l'université avec une fête dans le jardin entièrement payée par mon père. 19 ans. 19 ans. Debout dans mon uniforme militaire à ma cérémonie d'engagement pendant que mon père passait l'après-midi à se plaindre que le camion de Hasson avait besoin de nouveaux pneus. 24 ans à envoyer de l'argent de Cuba parce que Hasson était en retard sur le prêt hypothécaire. 36 ans. Assise seule au chevet de ma mère à l'hôpital pendant que Hasson ratait des séances de chimiothérapie parce qu'il ne supportait pas les hôpitaux. Chaque sacrifice n'avait coulé que dans une seule direction. Vers lui, jamais vers moi. J'ai appuyé sur le bouton du portail, non pas pour les laisser entrer, mais pour ouvrir l'entrée piétonne extérieure. Si vous voulez parler, ai-je dit calmement, vous pouvez marcher jusqu'à la porte d'entrée. Mon père fut offensé par l'inconvénient lui-même. Ça m'allait très bien. 3 minutes plus tard, j'ai ouvert la porte avant qu'il ne frappe. Mon père s'avança immédiatement, comme s'il allait entrer. Je me suis tenue dans l'embrasure. Ses yeux se sont rétrécis. Écarte-toi. Non, sérieusement, tu ne vas pas laisser ton propre père entrer ? Pas aujourd'hui. Chasson laissa échapper un rire amer. Regarde cet endroit. Je savais ce que je voyais. De hauts plafonds, des parquets, des meubles soigneusement agencés, de la stabilité, tout ce qu'il avait autrefois moqué pour avoir construit avec soin au lieu de détruire sans réfléchir. Mélissa croisa les bras. As-tu changé ? Non, ai-je répondu. J'ai cessé de m'excuser de voir les choses clairement. La patience de mon père s'est finalement brisée. La banque dit que tout est gelé. Restaure l'accès. C'était ça. Pas d'inquiétude, pas de réconciliation. Des affaires. J'ai soutenu son regard. Non. Jason s'avança, la colère s'échappant. Tu penses me donner une leçon ? Je ne pense pas que tu affrontes les conséquences. Ne sois pas si, commença-t-il, mais Mélissa essaya de l'arrêter d'une voix basse. C'était trop tard. Mon père me pointa du doigt. Tu détruis cette famille pour de l'argent. J'étais sur le point de répondre immédiatement, mais alors j'ai compris quelque chose. Il n'a jamais été question d'argent, c'était l'obéissance. L'argent n'était que la laisse. Je ne détruis rien, ai-je dit calmement. Je refuse de le financer. Le visage de mon père s'assombrit. Ta mère aurait honte. Ce coup-là fut différent. Non pas parce que je le croyais, mais parce qu'il savait exactement où viser. Un instant, la douleur me transperça la poitrine avec une clarté physique. Ma mère dans la cuisine, fredonnant doucement. Ma mère apaisant la tension avec des sourires fatigués. Ma mère me disant doucement que je n'avais pas toujours à tout porter. Mon père vit le doute.
Il reconnaissait toujours la faiblesse en premier. Tu penses que l'armée t'a rendue forte, continua-t-il. Elle t'a rendue froide. Je le fixai, sans détourner le regard. Non, dis-je, c'est grandir ici qui a fait ça. Chazon renifla avec mépris. Incroyable. Et puis quelque chose fit tilt, un détail qui n'avait pas eu de sens depuis le dîner. Je me suis tourné vers lui. Combien cela venait-il des paris? Tout s'arrêta. Le visage de Mélissa pâlit instantanément. Mon père détourna le regard trop vite, et le silence de Hasson répondit avant ces mots. Ce n'étaient pas des investissements ratés, ce n'était pas de la malchance, c'était le jeu. La certitude s'installa en moi avec un calme étrange. Depuis combien de temps? Ai-je demandé. Jason réagit avec colère. Ne me regarde pas comme ça. Depuis combien de temps? Quelques années, marmonna Mélissa. 4. Mon père se tourna vers elle. Mélissa ne répondit pas fermement. Les larmes étaient réelles maintenant. J'en ai marre de le couvrir. Chasson devint rouge. Tais-toi, tu as hypothéqué la maison 2 fois. Mon père éleva la voix. Assez. Mais la vérité était déjà trop avancée pour revenir en arrière. Prêteur privé, paris sportif, dette refinancée, paiement manqué, menace. Et pendant tout ce temps, mon père avait décidé que la solution, c'était moi. Aucune responsabilité, aucune aide. J'ai regardé Hasson avec attention. Étais-tu prêt à m'entraîner là-dedans? Ses yeux brillèrent défensivement. Tu as l'argent. C'est ton argument. Tu es seule, Evely. Pas d'enfant, pas de vraie responsabilité. J'ai réagi non pas par douleur, mais à cause de ce que cela révélait. Pour Hasson, ma vie n'avait de valeur que si elle servait quelqu'un. Plus. Ma discipline, mes sacrifices, des décennies de travail, rien de tout cela n'avait d'importance parce qu'il n'était pas dédié à le secourir. Mon père s'avança à nouveau. C'est ton frère. Avant que je ne puisse me retenir, les mots sont sortis clairs, froids. Je n'ai pas dit, c'est votre erreur préférée. Jason a bondi, pas complètement, pas intelligemment, mais suffisamment. Son épaule a heurté une petite table près de l'entrée. Un pot de fleurs en céramique est tombé par terre et s'est brisé sur le bois. L'alarme de sécurité s'est déclenchée immédiatement. Une voix automatisée a rempli la maison. Intervention d'urgence activée. Jason s'est figé. Mon père a semblé surpris. Tu as appelé la police? J'ai croisé les bras calmement. Je n'ai pas répondu. Ma maison l'a fait. Au loin, à peine audible au début, des sirènes ont commencé à approcher, et pour la première fois de sa vie, mon père n'a pas semblé sûr d'avoir toujours le contrôle. Les sirènes devinrent plus fortes jusqu'à ce que des lumières bleues illuminent les arbres le long de l'allée. Pendant un instant étrange, personne ne bougea. Jason se tenait près des restes du pot de fleurs, respirant lourdement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant irrégulièrement sous sa chemise froissée. Mélissa semblait horrifiée, non pas tant par ce qu'il avait fait, mais par la possibilité que quelqu'un en dehors de la famille puisse enfin le voir. Et mon père avait l'air offensé, comme si le simple fait de le tenir responsable était un manque de respect. Quelques agents du comté de Fairfax montèrent sur le porche quelques minutes plus tard, calmes et professionnels, avec l'air de quelqu'un qui avait vu trop de disputes familiales dégénérer. L'un était plus jeune, peut-être la trentaine. L'autre avait l'air las de quelqu'un qui avait passé des décennies à regarder des familles se déchirer à cause de la fierté. L'agent principal jeta un coup d'œil aux tessons de poterie éparpillés sur l'allée. « Bonjour, dit-il fermement. Nous avons reçu une alerte de perturbation automatisée. » Mon père se redressa immédiatement et me désigna du doigt. « C'est un malentendu, une dispute familiale. » Le jeune officier me regarda. « Madame, êtes-vous la propriétaire de la maison? » Avant que je ne puisse répondre, mon père parla de nouveau. « Je suis son père. » L'officier principal ne s'y a même pas. Je lui ai demandé, « Monsieur. » Quelque chose de presque imperceptible changea sur le visage de mon père. Une minuscule fissure dans cette autorité que j'avais toujours tenue pour acquise. Je m'avançai calmement. « Oui, la propriété est à moi. »
L'officier hocha la tête. Voulez-vous qu'il parte? Le silence qui suivit fut immense, car malgré tout, une partie de moi hésitait encore, non par peur, mais par tristesse. Il y a une douleur très particulière quand on réalise que les personnes qui vous ont élevé ne se sentent proches de vous que lorsqu'elles vous contrôlent. Même là, avec les tessons de poterie à mes pieds et des années de manipulation pesant sur ma poitrine, une version plus jeune de moi espérait encore que mon père changerait, qu'il s'excuserait, que pour une fois il me choisirait. Mais les vieilles illusions sont dangereuses. Elles maintiennent les gens dans les feux, espérant que les flammes finiront par se transformer en chaleur. Oui, dis-je doucement. Je veux que tu partes. Jason me regarda comme si je l'avais giflé. Mélissa baissa immédiatement les yeux. Le visage de mon père se durcit. Froid, me rappelant exactement qui j'avais toujours été. Tu vas jeter ta propre famille dehors avec la police ici? Je soutins son regard. Tu m'as déjà jeté dehors. Le jeune officier fit un geste vers l'entrée. Monsieur, madame, sortons. Jason marmonna des jurons en passant devant moi. Mélissa le suivit silencieusement, ses talons claquant doucement sur le bois. Mon père s'attarda une seconde de plus dans l'embrasure. Tu penses que ça te rend puissant? Demanda-t-il doucement. Je ne répondis pas, je crois que ça me fait me sentir en sécurité. Pour la première fois, il n'eut aucune réponse. Quand ils partirent, la maison tomba dans un silence gênant. J'ai verrouillé la porte et me suis appuyé contre elle pendant quelques secondes, fixant le pot de fleurs cassé sur le sol. De la terre avait éclaboussé en taches sombres sur le bois. De minuscules feuilles vertes écrasées sous les chaussures de Hasson. Les dégâts semblent toujours plus petits quand le bruit a disparu. J'ai nettoyé lentement, non pas parce que cela prenait beaucoup de temps, mais parce que j'avais besoin de bouger pour organiser mes pensées. Le rythme répétitif m'aidait, ramasser, aspirer, nettoyer, contenir les dégâts, restaurer l'ordre. L'armée enseigne cela aussi. À midi, la pluie recommença. D'abord doucement, puis plus fort, frappant les fenêtres. J'ai pris la lettre de ma mère dans le salon et l'ai relue 2 fois de plus tandis que le tonnerre grondait au loin. L'amour ne devrait pas avoir de prix. Cette phrase ne venait pas avec du drame, mais régulièrement, comme le fait souvent la vérité. Vers 15 heures, mon téléphone vibra à nouveau. C'était mon père, je l'ai ignoré. Puis un autre appel, et un autre. Finalement, une notification de message vocal est apparue. J'étais sur le point de la supprimer sans l'écouter, mais je ne l'ai pas fait. Sa voix semblait différente, moins en colère, plus fatiguée. Les usuriers de Hasson aggravent les choses. Il frappe à la porte. Mélissa a emmené les enfants chez sa sœur. Tout s'effondre, Evely. J'ai regardé les bois détrempés derrière ma maison. Une partie de moi détestait entendre cela, non pas parce que je voulais le sauver, mais parce que je me souvenais encore du Jason qui m'avait appris à faire du vélo sur le parking vide d'une église. À l'adolescent qui me glissait secrètement des bonbons quand mon père me punissait, aux frères qui existaient avant que le droit ne devienne dépendance. Les familles font souffrir non pas parce que tout est mauvais, mais parce qu'il y a aussi de l'amour. Seulement, il n'est pas distribué équitablement. Mon père continua à parler dans le message. Je sais que nous avons fait de mauvaises choses, comme si l'extorsion était une simple erreur d'organisation, mais tu es toujours son frère. J'ai arrêté le message avant qu'il ne se termine. 1 heure plus tard, Daniel a appelé. Nous avons un autre problème. J'ai fermé les yeux un instant. Dis-moi. L'un des créanciers de Hasson a tenté d'accéder à des informations via l'ancien lien de fiducie ce matin. Un lent frisson s'est propagé dans ma poitrine. Ont-ils obtenu quelque chose? Non, nous l'avons bloqué à temps. À temps. Cette phrase a persisté. Ce n'était pas une possibilité lointaine. Quelqu'un avait déjà essayé. Je me suis effondré lourdement contre l'îlot de la cuisine. Alors, s'il me connaissait. Oui. Comment? Daniel hésita un instant. Je soupçonne Hasson d'avoir divulgué ta situation financière pendant les négociations. Pendant plusieurs secondes, je n'ai rien dit. Dehors, le tonnerre a grondé assez fort pour faire vibrer les fenêtres.
Mon propre frère avait donné mon nom à des prêteurs désespérés, convaincus que mon argent serait finalement à sa portée. Et pourtant, je me sentais étrangement calme. La trahison atteint un point où elle cesse de vous choquer, comme s'il ne restait plus rien de nouveau à briser. Quelle est la prochaine étape ? Ai-je demandé. La voix de Daniel s'est à nouveau durcie. Nous avons fini d'isoler tout, et je vous recommande vivement de réduire votre visibilité pendant un certain temps. Tu penses qu'ils vont me chercher ? Je pense que les gens désespérés prennent des décisions désespérées. Cette même nuit, j'ai pris une autre décision. J'ai appelé le bureau de liaison du Pentagone et j'ai accepté une affectation en tant que conseillère stratégique en Allemagne, une que j'avais déjà reportée 2 fois, pour 12 mois, peut-être plus. La femme au téléphone a semblé surprise. Je pensais que tu avais refusé l'offre. J'ai changé d'avis. Après avoir raccroché, j'ai parcouru lentement la maison. Les photographies encadrées, le fauteuil en cuir près de la cheminée, la cuisine tranquille que j'avais reconstruite après mon divorce. J'aimais cette maison, et c'est précisément pourquoi j'ai compris que je ne pouvais pas rester. Non par peur, mais parce que les gens à l'extérieur de ces portes ne la voyaient plus comme ma maison, ils la voyaient comme une ressource, un outil, un coffre-fort qu'ils croyaient disponible pour la famille. Cette prise de conscience a changé quelque chose en moi. Vers minuit, j'ai ouvert une bouteille de vin et me suis assise seule dans le jardin sous l'auvent tandis que la pluie s'écoulait doucement à travers les arbres. Pour la première fois depuis des années, personne ne me demandait rien, ni argent, ni soutien émotionnel, ni rançon. Le silence semblait étrange, puis inattendument beau. Le téléphone a vibré une fois de plus sur la table. C'était un message de Mélissa. Tu ne comprends pas à quel point c'est grave. Presque immédiatement, un autre est arrivé. Tu dois de l'argent à des gens que tu ne peux pas ignorer. J'ai fixé ces mots pendant un long moment. Puis j'ai verrouillé mon téléphone et j'ai écouté la pluie. Parce que quelque part, entre le barbecue, les lumières clignotantes de la police et le pot de fleurs cassé par terre, j'ai enfin compris. Quelque chose que ma mère avait essayé de m'apprendre des années auparavant. On ne peut pas sauver quelqu'un qui continue d'alimenter le feu dans lequel il se tient. Et si on reste trop près, tôt ou tard, ça nous brûlera aussi. 500 jours après que mon père m'ait dit que je ne faisais plus partie de la famille, le camion de déménagement est arrivé à l'aube. À ce moment-là, la maison était déjà à moitié vide. Les photographies étaient rangées. Les étagères nues ne montraient que les traces de poussière où des années de ma vie avaient autrefois reposé. Même la cuisine semblait étrangère sans les casseroles en cuivre suspendues au-dessus de l'îlot. C'est drôle comme une maison commence vite à sembler temporaire quand quelque chose en vous s'est déjà brisé. 2 des déménageurs ont transporté les dernières boîtes scellées dans le couloir pendant que je me tenais près des fenêtres, tenant une tasse de café maintenant froid. Dehors, la brume matinale flottait entre les arbres, pâle et silencieuse sous le lever de soleil de Virginie, Allemagne. Dans 20 heures, j'y serai. Il y a un an, l'idée m'aurait terrifiée. Recommencer dans un autre pays à 48 ans, laisser derrière moi les routines que j'avais si soigneusement construites après mon divorce, m'éloigner du premier endroit où je m'étais vraiment sentie chez moi. Mais maintenant, cela me semblait propre, nécessaire, comme se débarrasser enfin d'un poids que j'avais oublié de porter. La sonnette a retenti à exactement 7h14. Pas une seule fois. 3 pressions courtes et impatientes. Avant même de jeter un coup d'œil au moniteur, je savais qui c'était. Mon père se tenait sur le porche dans le même blouson marron qu'il portait chaque hiver, quel que soit le temps. Jason se tenait à côté de lui, épuisé, les yeux rouges et la barbe négligée, comme s'il n'avait pas bien dormi depuis des jours. Mélissa se tenait un peu plus en arrière, raide, serrant fermement son sac à main. Et derrière eux, 2 de mes cousins de Caroline du Nord. Des renforts, de la pression, des témoins. La politique familiale devient toujours plus théâtrale quand l'argent entre en scène. L'un des déménageurs me jeta un regard inquiet. « Voulez-vous que nous arrêtions ? » « Non, » ai-je répondu calmement. « Continuez. » J'ai ouvert la porte. L'air froid du matin s'engouffra. Mon père regarda au-delà de moi dans le salon presque vide. Son expression changea instantanément. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je déménage. » Chasson fronça les sourcils. « Où ça ?
En Allemagne. Le silence tomba sur le porche comme un choc. Mélissa réagit en premier, puis mon père, et enfin Jason. Tu plaisantes, dit-il. Tu ne peux pas simplement partir. J'ai presque souri en entendant cela. Les mêmes personnes qui pendant des années m'avaient traité comme un fonds d'urgence, se sentaient maintenant abandonnées au moment où je devenais indisponible. Mon père s'avança. As-tu vendu la maison? Oui. As-tu vendu cette maison sans nous le dire? Je l'ai regardé attentivement. Il y avait quelque chose de presque tragique dans sa surprise sincère, comme si j'avais encore besoin de permission pour mener ma propre vie après tout ce qu'ils avaient fait derrière mon dos. Sa mâchoire se serra. Jason passa les deux mains dans ses cheveux en désespoir. Mon Dieu, Evely, c'est fou. Je n'ai pas répondu à voix basse. C'est de l'organisation. L'un des déménageurs est passé devant moi, portant une lampe vers le camion. Mon père a regardé en silence pendant quelques secondes avant de baisser la voix. Nous devons parler en privé. Il n'y a plus rien à discuter. Bien sûr que si. Son calme se fissura un peu. L'état de Hasson s'aggrave. Mélissa baissa immédiatement le regard. C'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais vraiment fatiguée. Les vêtements coûteux ne le cachaient plus, ni le maquillage. Il avait l'air de quelqu'un qui avait passé des années à essayer de contenir quelque chose qui s'effondrait à l'intérieur. Jason me pointa du doigt. Tu as tout gelé. Oui. Tu as détruit toutes mes options. Non, dis-je calmement. Je me suis retiré des conséquences de vos décisions. Son expression se durcit instantanément. Tu penses que tu es meilleur que tout le monde? La vieille accusation. L'arme préférée de la famille quand quelqu'un commençait à exiger des responsabilités. J'ai secoué la tête lentement. Je ne pense pas que je suis fatiguée. Cette réponse a atterri différemment, car elle était vraie. Je n'étais pas là pour me sentir victorieuse. Il ne cherchait pas de vengeance. Je ne jouissais pas secrètement de la chute de Jason ou de la nervosité de mon père. Elle était épuisée par des décennies de dettes émotionnelles déguisées en loyauté. Mon père prit une profonde inspiration, ajustant à nouveau son ton. Écoute, dit-il d'une voix plus douce. Peut-être que des erreurs ont été commises. Erreur. Un mot trop doux pour ce qui s'était passé. Mais cette famille a besoin de toi. C'était là encore. Besoin, n'aime pas, ne respecte pas, besoin. Je le regardais, debout sur mon porche à 75 ans, les épaules légèrement voûtées par le temps, sa fierté luttant contre le désespoir qu'il ne pouvait plus cacher. Et pour la première fois, je le vis différemment, non pas comme un méchant, mais comme un homme terrifié de voir le système qu'il avait construit tout au long de sa vie enfin s'effondrer. Jason avait toujours été le fils protégé. J'avais toujours été la fille destinée à absorber la pression. Si je partais, mon père devrait faire face à quelque chose qu'il avait évité pendant des décennies. Chasson ne pouvait pas être tenu éternellement. Tu aurais dû lui apprendre à survivre, dis-je doucement. Au lieu de cela, tu lui as appris que quelqu'un le sauverait toujours. L'expression de mon père s'assombrit immédiatement. C'est ton frère et j'étais ta fille. Les mots restèrent suspendus dans l'air, assez lourds pour faire taire même Jason. L'une de mes cousines se déplaça inconfortablement près des marches, comme si elle regrettait déjà d'être là. Mélissa parla enfin d'une voix fragile. Il parle d'un embargo. J'ai soutenu son regard et ses yeux se sont remplis de larmes. Tu ne t'en soucies vraiment pas? Cette question a fait plus mal que prévu, car le problème n'avait jamais été un manque d'intérêt. J'ai trop tenu à eux pendant trop longtemps. J'ai tenu à eux malgré les anniversaires oubliés, les réunions de famille inégales et les sauvetages financiers que personne n'a appréciés une fois la crise passée. J'ai tenu à eux jusqu'à ce que cette attention se transforme en permission. Oui, ai-je répondu honnêtement. Je tiens à eux. C'est pourquoi j'ai arrêté d'aider. Personne n'a rien dit après ça. Le vent soufflait doucement à travers les arbres. Au loin, un chien aboyait. Le moteur du camion de déménagement vibrait comme un écho lointain. Chasson regarda de nouveau la maison vide derrière moi, et puis quelque chose en lui se brisa enfin. Tu as ruiné ma vie, marmonna-t-il entre ses dents serrées.
et pour la première fois depuis le début de tout cela, je le vis assez clairement pour ressentir quelque chose d'apparenté à la paix. Non pas parce qu'il était brisé, mais parce que je croyais vraiment que quelqu'un d'autre était responsable des conséquences de ses propres choix. Non, Hasson, ai-je dit calmement. Tu as joué. Il semblait vouloir répondre, mais il n'y avait plus rien à discuter. La vérité était devenue trop évidente. Mélissa lui toucha doucement le bras. Allons-y, au début, il se dégagea, mais finalement, il me laissa le guider sur le chemin. Mon père ne bougea pas. Il se tenait là, me regardant avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de l'autorité, c'était de la perte. S'il te plaît, dit-il doucement, ne pars pas. Ma poitrine se serra inopinément parce qu'une partie de moi avait attendu toute ma vie pour entendre ces mots, pour qu'il me demande de rester, de me choisir, mais le timing est tout. Et l'amour qui ne vient que lorsqu'il n'est plus utile ressemble rarement à de l'amour. J'ai fait un pas vers la porte. Je suis partie il y a des années, ai-je dit doucement. C'est juste que vous l'avez remarqué maintenant. Ses yeux s'humidifièrent légèrement, bien que je ne pense pas qu'il l'ait même remarqué. Pendant une seconde impossible, j'étais sur le point de le serrer dans mes bras. Puis je me suis souvenu de ma mère subissant une chimiothérapie seule pendant que Hasson disparaissait dans une autre prétendue réunion. Je me suis souvenu de mon père exigeant de l'argent au lieu de demander si j'étais heureuse. Je me suis souvenu de la table du dîner. Si tu refuses, tu ne fais plus partie de la famille. Et à cet instant, tout a passé. Mon père a d'abord baissé les yeux, puis s'est lentement détourné. Je les ai regardés s'éloigner ensemble le long de l'allée, enveloppés dans la pâle brume matinale, jusqu'à ce qu'ils disparaissent au-delà du portail. Ce n'est qu'alors que j'ai fermé la porte. La maison résonnait maintenant à chacun de mes pas vides, silencieuse, libre. 1 heure plus tard, les déménageurs ont fini de charger les dernières boîtes. J'ai attrapé mon bagage à main, fermé la porte d'entrée une dernière fois et je suis allée à la voiture qui m'attendait à l'aube. Elle s'ouvrait à travers les arbres avec une teinte dorée. Pendant 30 ans, ma famille a appelé l'obéissance l'amour. Le jour où j'ai finalement dit que je ne comprenais pas la différence. Et si vous avez déjà eu à choisir entre maintenir la paix et préserver votre dignité, j'espère que vous vous en souviendrez. Parfois, s'éloigner n'est pas de la cruauté, parfois c'est de la survie. Si cette histoire a résonné en vous, j'aimerais le savoir. Dites-moi d'où vous venez et si vous avez déjà eu à poser des limites avec quelqu'un que vous aimiez. Et si vous êtes intéressé par des histoires de force, de famille et de seconde chance, rejoignez-nous pour le prochain voyage.